Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire « Identifier les contaminants dans les industries de la santé et de l'agroalimentaire » organisé par Technique d'ingénieurs en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par Martine Grébic, chargée d'affaires et leader d'activité au CETIM Grand Est, et Jocelyn Mayingui, responsable de l'unité ingénierie et sciences des matériaux au CETIM Grand Est. Le webinaire durera 1h30. Il y aura 1 heure de présentation suivie de 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Alors bonjour à tous, donc bienvenue au CETIM Grand Est. Donc j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui cette web découverte concernant les contaminants dans l'industrie de la santé et agroalimentaire. Alors donc je me présente, donc je suis Martine Grébic, donc je suis leader de l'activité analyse essai sur les corps étrangers au CETIM Grand Est. Donc ça fait 15 ans que je suis dans cette activité, donc 15 ans d'expérience sur la caractérisation des corps étrangers. Je suis également le référent qualité dans ce domaine d'activité. Et donc, dans ce cadre, je veille à la qualité des expertises et à la fiabilité des rapports d'analyse. Nous traitons en moyenne entre 350 à 500 cas par an, donc tout confondu, tout corps étranger confondu. Donc, avec moi aujourd'hui, en tant qu'interlocuteur, il y aurait également Jocelyn Mayingui, qui est le responsable du pôle ingénierie sciences et matériaux au CETIM Grand Est, qui chapeaute une équipe d'ingénieurs et de techniciens, notamment pour l'analyse et la caractérisation des matériaux organiques, donc plastiques, composites, mais également des matériaux inorganiques. Donc, dans le pôle ISM, donc ingénierie sciences et matériaux, nous faisons aussi des expertises, des analyses de défaillance de pièces plastiques composites, mais nous développons également des nouveaux matériaux, des matériaux innovants à forte valeur ajoutée. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder les corps étrangers. Alors, dans ce cadre-là, donc, on va déjà faire une petite présentation du CETIM Grand Est. Donc, c'est M. Mayingui qui fera la présentation, avec une introduction et la définition qu'est-ce qu'un corps étranger, avec les risques et les besoins des industriels, donc tant bien pharmaceutiques, agroalimentaires ou cosmétiques. Quels sont nos moyens et les méthodes que nous employons pour caractériser, identifier les corps étrangers? Et quoi de plus intéressant que de montrer des exemples d'applications. Donc, nous aurons plusieurs slides où nous vous présenterons quelques expertises que nous avons réalisées au CETIM Grand Est, avec donc des cas concrets courants, on va dire, mais également des cas atypiques. Nous vous présenterons également notre pôle donc du CETIM de Saint-Étienne qui concerne la propreté industrielle durable, donc qui est une activité, on va dire, complémentaire à la nôtre, qui sera plus dans le comptage des contaminants. Et enfin, la conclusion sur cette présentation. Voilà, je laisse la parole à Monsieur Mayingui pour vous présenter le CETIM, le groupe CETIM et le CETIM Grand Est. Merci Martine, bonjour à tous. Donc oui, aujourd'hui, présentation faite par le CETIM Grand Est. Le CETIM Grand Est qui est un centre associé au CETIM, le Centre technique de l'industrie de la mécanique, un centre que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire national avec des sites principaux, Senlis, Nantes, Saint-Étienne et Cluses, des délégations régionales et des centres associés comme le nôtre. Nous avons également des filiales en France, ITIM du côté de Nantes, mais également des filiales à l'étranger, Maroc, Tunisie et en Asie. Le CETIM est organisé en pôle de compétitivité. Sur le slide suivant, nous allons pouvoir voir les différents pôles que l'on retrouve au CETIM. L'idée est de pouvoir couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur
des matériaux, des produits, avec ce triptyque matériaux, produits, pièces. On va donc s'intéresser à tout ce qui est conception, élaboration, via notamment la simulation, tout ce qui est fabrication, avec notamment des process de fabrication innovants, tout ce qui est contrôle de la performance, expertise et bien évidemment la fin de vie. Plus particulièrement, le CETIM Grand Est est un centre de ressources technologiques qui a plus de 40 ans aujourd'hui, comme je disais, associé au CETIM. Le CETIM Grand Est est basé, comme son nom l'indique, dans le Grand Est, avec 3 implantations, le siège social à Mulhouse, une unité à Strasbourg et une antenne sur Metz. Aujourd'hui, le CETIM Grand Est réalise l'accompagnement des industriels, que ce soit pour de l'élaboration, de la conception, de la formulation, de la qualification, validation de matériaux, de pièces, l'expertise de ces pièces et l'industrialisation de produits. C'est plus de 2500 interventions par an avec plus de 600 entreprises en France et à l'étranger. On a une activité bien sûr avec les industriels, mais également une activité en ressourcement, c'est-à-dire une activité de recherche et développement qui représente aujourd'hui 45% de notre chiffre d'affaires. Nous intervenons sur différents secteurs, je dirais quasiment sur tous les secteurs. À partir du moment où on va trouver des matériaux, on va pouvoir intervenir. Donc la santé, l'automobile, l'agroalimentaire, l'énergie, la chimie, le bâtiment, l'ensemble de l'industrie manufacturière. Notre ambition et nos missions, c'est d'accompagner les industriels dans leur développement, dans leur compétitivité, en apportant notre savoir-faire dans différents domaines. Pour cela, bien sûr, nous avons des garanties pour accompagner ces industriels, notamment sur la qualité. Nous sommes ISO 9001, donc on va pouvoir voir sur le slide d'après là quelques certifications, accréditations et agréments. ISO 9001, accrédité par le COFRAC sur certaines de nos activités, notamment l'analyse de corps étrangers qui vous est présentée aujourd'hui, des agréments Renault ou COFREN pour les essais non destructifs. Voilà quelques mots pour présenter le CETIM Grand Est et le CETIM, et je laisse la place à Martine pour aller dans le vif du sujet. On ne vous entend pas. Voilà, me voilà, de retour. Donc, les corps étrangers. Alors, les corps étrangers ou les contaminations, les contaminants. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment? Donc, on a plusieurs définitions. Donc, il y a la définition de l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, qui dit que un corps étranger, c'est toute particule de matière présente dans un produit alimentaire dont la nature ou la texture n'est pas attendue par le consommateur ou les clients. Ensuite, on peut avoir la définition de la pharmacopée européenne, donc qui dit que c'est une particule étrangère non dissoute et mobile, autre que des bulles de gaz qui a été involontairement introduite. Donc là, on est plus dans le domaine, on va dire, du produit en termes de solution injectable. Et vraiment, pour réunir les deux définitions précédentes, on a la définition de la BPF, donc qui dit qu'une contamination correspond à l'introduction non intentionnelle d'impuretés de nature chimique ou microbiologique ou de matière étrangère à l'intérieur ou à la surface d'une matière première, d'un intermédiaire ou d'une substance active pendant la production, l'échantillonnage, le conditionnement ou le reconditionnement, le stockage ou le transport. Donc, autant vous dire que des corps étrangers, on peut en trouver à vraiment tout stade de la fabrication d'un produit pharmaceutique, alimentaire ou cosmétologique. Et de ce fait, les corps étrangers sont devenus la première source de réclamation dans l'industrie, donc pharma, cosméto et alimentaire.
Alors, les corps étrangers, on peut vraiment les retrouver à tout stade de la fabrication des produits, sous formes diverses. Donc, au CETIM Grand Est, nous travaillons essentiellement sur de la particule ou des fibres, donc on va dire des contaminants solides. Donc, ça peut être des fibres, des particules ou des fragments. Donc, de nature chimique complètement diverses et variées. Donc, on va pouvoir analyser des polymères, des métaux, du verre, de la matière organique, donc alimentaire, ou de la matière synthétique. Donc, la contamination, elle peut survenir dès le départ, donc au niveau des matières premières, donc provenant d'un fournisseur, mais également pendant la transformation du produit. On va voir par la suite que c'est la source majeure en fait d'origine des corps étrangers, c'est pendant le process de la transformation du produit. Donc, les corps étrangers peuvent survenir soit sur la ligne de prod, donc liés à des usures d'outils, des bris d'ampoules, d'ustensiles, des cuves de mélange qui s'oxydent. Enfin voilà, on verra qu'il y a tout un tas d'origines potentielles possibles. Donc, pour l'industrie pharmaceutique, nous allons travailler essentiellement sur de la solution, on va dire, injectable, donc des produits sous forme de solution, mais également des comprimés, des gélules, donc sous forme solide. Donc, pour l'industrie agroalimentaire, ce sera plutôt des produits finis. Et pour l'industrie cosmétologie, donc on sera sur des produits type solution, crème ou poudre. Alors, les corps étrangers peuvent avoir donc deux sources. Donc, on a ce qu'on appelle les corps étrangers endogènes, donc qui par définition sont apportés par les matières premières et leur emballage. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les corps étrangers peuvent déjà provenir du fournisseur. Dans le milieu agroalimentaire, par exemple, les corps étrangers peuvent provenir des fruits, des légumes récoltés dans les champs. Donc, ça peut être sous forme de cailloux, de débris de verre, de débris de métaux. Ensuite, on a la deuxième famille, donc c'est les corps étrangers exogènes, donc qui sont incorporés au cours du process. Donc, ce que j'expliquais également tout à l'heure, donc ça peut être des contaminations de type graisse, limaille de métal, etc., qui sont introduits pendant le processus de fabrication du produit. Donc, quelques exemples donc, pour les corps étrangers endogènes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc ce sont des corps étrangers qui peuvent être présents dans les matières premières sous forme de sable, de cailloux, de verre, de métal, des fragments de végétaux, des arêtes de poissons, des os de viande par exemple. Donc, tout ça, ce sont des corps étrangers donc endogènes. Et toute la partie emballage qui est une source majeure aussi de corps étrangers, les emballages des matières premières. Donc ça peut être des liens type Serflex en plastique, des films en matière plastique, des liens métalliques, des éclats de bois provenant de palettes, des morceaux de carton, donc des cartons d'emballage, des rubans adhésifs, de la ficelle, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui peut rentrer dans les corps étrangers endogènes. Quelques exemples donc des corps étrangers exogènes. Donc il y a plusieurs sources de corps étrangers exogènes. Donc ce que je disais notamment donc dans l'emballage des produits. Donc là on est dans le produit fini. Donc les emballages, donc carton, on retrouve en fait les mêmes sources que pour les corps étrangers endogènes. Donc les cartons, les morceaux de plastique, le métal, les éclats de verre, tout ce qui est contenant en général
les ampoules, etc. Ensuite, provenant des machines, donc des machines de fabrication. Donc, ça peut être des lubrifiants, des graisses, des produits de nettoyage. Donc, les produits de nettoyage dans une cuve, quand par exemple, une cuve sert à faire un nouveau mélange de produits, si la cuve est mal nettoyée, peut y avoir peut y avoir du produit de nettoyage, mais également le produit précédent qui peut être une contamination. Des encres, des poils de brosse, enfin voilà, etc. Beaucoup de corps étrangers qui sont liés au personnel. Donc, quand on dit personnel, c'est toute la partie EPI, donc les gants, les tenues jetables type Tyvek, les masques, les charlottes, les lingettes de nettoyage, donc les tissus, etc. Mais également tout ce qui est voilà, afférent au corps humain, donc des cheveux, des ongles, des peaux mortes. Alors, plus particulier, plus atypique, des amalgames dentaires. Oui, on a déjà vu ce genre de corps étranger. Des fragments de dents, type composite, etc. Des chewing-gums, des pansements, etc. Ensuite, tout ce qui est lié à la maintenance, donc on retrouve un petit peu toujours les mêmes matériaux, donc susceptibles d'être à l'origine de corps étrangers. Et toute la partie matière organique oubliée sur les lignes, c'est-à-dire des matières qui ont colmaté, qui ont été mal nettoyées, qui se sont coincées, dégradées, etc. et qui, à un moment donné, retombent dans le processus de fabrication du produit et qui retombent dans le produit humide. Donc, ça fait des petits corps étrangers, donc des amalgames de matières durcies, dégradées, noircies, qui peuvent apparaître dans un produit fini. Donc, les industriels, pour cela, ont donc développé des méthodes de détection. Donc, il y en a 3 principales. Donc, la méthode manuelle. Donc, ce sont des personnes qui, notamment dans le milieu pharmaceutique, qui regardent un certain nombre de lots, de flacons, de seringues, etc. Sous une lumière particulière avec un fond noir, un fond blanc, et qui regardent donc toute la journée des produits passés devant elles et qui détectent des particules, des fibres ou autres contaminations. On a la méthode semi-automatique, donc c'est un mix entre la personne et une machine, et la détection automatique, donc c'est entièrement automatisé, c'est des capteurs de détection particulières qui sont installés sur la chaîne de production. Donc, alors pourquoi toute cette détection? Donc, c'est évidemment pour faire un suivi de la conformité, de l'innocuité et de la qualité des produits, puisque les enjeux sont très importants, puisqu'il y a l'enjeu de la santé publique, il y a des risques de blessures, d'intoxication, etc. Mais également pour l'industriel, le producteur, des enjeux économiques, puisque il y a des risques donc de rappel, de non-libération de l'eau par l'industriel s'il y a détection de contamination. Également une mauvaise image de marque pour l'industriel. Donc, d'où cette démarche en faveur de la lutte contre la présence des corps étrangers. Donc, par la connaissance de l'origine de ces corps étrangers présents dans les matières, donc de la matière première au produit. Et en connaissant les origines de ces corps étrangers, eh bien, les producteurs peuvent mettre en place des mesures préventives afin de contrôler la traçabilité de tous leurs produits. Donc, les besoins effectivement des industriels, c'est identifier la nature chimique du corps étranger. Donc ça, c'est primordial. Et dans la mesure du possible, identifier la source de ce corps étranger.
Donc au CETIM Grand Est, cela fait une quinzaine d'années que nous avons cette activité donc de l'identification, la caractérisation des corps étrangers. Donc toutes sortes de contaminations donc par les corps étrangers, mais également des défauts de matière et donc aussi des défaillances. Donc défaillances d'emballage par exemple, ou défaut de matière première, par exemple une poudre destinée à fabriquer des comprimés pharmaceutiques qui présentent des particules noires. Donc voilà, ce genre de choses qu'on est amené à expertiser. Les emballages qui présentent par exemple des défauts de matière en contact d'une solution par exemple, donc qui sont des dangers potentiels pour les utilisateurs, pour les clients ou les consommateurs, les patients. Donc nos moyens, donc nous sommes équipés sur donc ce qui est primordial pour la caractérisation d'un corps étranger, c'est avant tout l'observation morphologique. Donc, c'est ce qui va en fait aiguiller par la suite la technique analytique qu'on va utiliser pour l'identification. Donc, pour cela, nous sommes équipés de loupes binoculaires, mais également de microscopes optiques. Et donc, pour la partie observation, et pour la partie caractérisation physico-chimique, nous sommes équipés d'un spectromètre d'absorption infrarouge, donc couplé à un microscope pour tout ce qui est composés organiques. Le microscope, l'avantage, c'est qu'on peut analyser de très petites particules. Donc, à savoir que la plus petite, donc la taille minimum, on va dire, des particules à analyser, tourne autour de 50 micromètres. On peut descendre un peu en dessous, mais on va dire que la taille minimum, c'est 50 microns. Ensuite, pour les composés inorganiques, donc minéral ou métalliques, nous sommes équipés d'un microscope électronique à balayage, donc muni d'une sonde à dispersion d'énergie. Donc, la première étape, donc, qui est vraiment une étape primordiale, c'est l'observation macro et microscopique. Donc, ces observations, comme je disais tout à l'heure, vont orienter le choix de la méthode de caractérisation. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en évidence dans cette première étape? Donc, on va distinguer l'aspect global du corps étranger, de la contamination. Déjà, on va déterminer est-ce que c'est une fibre, est-ce que c'est une particule ou un fragment. Quelle est sa couleur? Est-ce qu'elle est transparente? Les dimensions. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les dimensions. Alors, en observation, on peut effectivement observer des tailles allant. Donc, en microscopie optique, on peut aller jusqu'à une dizaine de microns, voire en dessous. Après, pour l'analyse, on va rester à une taille minimale de 50 micromètres. Donc, qu'est-ce qu'on va encore observer? Donc, en général, donc la morphologie, la texture. Pour la recherche des indices, donc phase d'origine pour un fragment, par exemple, un fragment de verre. On va essayer de déterminer s'il y a un bord, s'il y a une inscription, enfin voilà, tout indice qui est bon pour déterminer une origine pour le fragment. S'il y a des rayures, des traces d'abrasion, etc. Et un autre exemple assez caractéristique, c'est par exemple la recherche de la présence d'écailles pour une fibre biologique. Donc une fibre biologique, c'est une fibre de type poil, donc ça inclut les cheveux, les cils, les poils. Donc si par exemple nous sommes en présence d'une solution où les contaminations sont difficiles à mettre en évidence à l'observation binoculaire ou au microscope optique,
on va passer par une phase de filtration de la solution sur une membrane. Et c'est donc la membrane qui sera observée au microscope optique avec la recherche donc des mêmes indices, fibres, particules, dimensions, couleurs, etc. Pour la caractérisation physico-chimique, donc pour les analyses, donc le MEB plus la sonde EDS, nous allons pouvoir analyser des contaminations donc de type métal, hein, donc que ce soit des fragments, de la limaille, donc de très très fines particules, mais également des composés donc minéraux, donc tout ce qui est sable, roches, cailloux, etc. Et également toutes les fibres biologiques que je citais tout à l'heure, mais pas que, donc aussi les composés de type arêtes de poisson, os, etc. Donc ce sont des contaminations qu'on va plutôt orienter vers une analyse MEB. La spectroscopie infrarouge sera destinée plutôt pour les matériaux plastiques et les matériaux organiques autres, donc d'origine naturelle, les végétaux, donc tout ce qui est à base de protéines, de glucides, d'amidon, etc. Donc, plutôt, on va dire, sera concerné plutôt l'agroalimentaire pour toutes les contaminations de type colmatage, voilà, ce genre de choses. Alors, on peut compléter, donc c'est les deux principales techniques qu'on va utiliser pour l'identification des corps étrangers. Mais on peut aussi compléter dans la mesure où on a suffisamment de matière par la diffraction des rayons X quand on est en présence de poudre parfaitement cristallisée. On peut aussi proposer de la fluorescence X ou de l'analyse chimique donc par ICP. Mais également pour les matériaux plastiques, de l'analyse thermique par DSC, dans le cas où, par exemple, on a un composé de type polyéthylène, une matière plastique, qu'on veut comparer à une référence. Donc, ça permet d'être un peu plus formel au niveau de l'identification, d'être un peu plus d'être un peu plus formel. Par exemple, le PE existe sous plusieurs formes, donc il y a le PELD, PEHD. L'analyse donc thermique par DSC permettra de confirmer si on est plutôt en présence d'un PELD ou d'un PEHD. Et d'autres techniques avec des laboratoires partenaires, donc des techniques que nous ne possédons pas forcément. Alors la troisième étape, c'est effectivement l'examen ou l'analyse d'une référence. Donc c'est dans le cas où le client nous dit, ben voilà, moi je soupçonne telle et telle matière être à l'origine du corps étranger. Donc on va procéder de la même manière que pour le corps étranger. Donc on va regarder la morphologie, la composition chimique. On va vérifier s'il y a une similitude. Est-ce qu'on est sur la même famille de composés? On va vérifier la texture, la couleur. Et donc on va valider ou on va rejeter l'hypothèse pour dire si une référence peut être à l'origine du corps étranger. Donc le slide suivant, donc une petite vidéo qu'on a fait sur les corps étrangers. Donc je vous laisse regarder, découvrir. Voilà.
Donc, vous pourrez retrouver la vidéo en ligne sur les réseaux sociaux. Ah, zut. Voilà. Donc, voilà, en quelques mots, donc la définition des contaminations, donc les moyens que nous avons au CETIM Grand Est pour les identifier. Mais je pense que ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est de vous exposer en fait quelques cas concrets. Ça sera plus parlant pour vous montrer un peu ce que nous savons faire au sein du CETIM Grand Est. C'est parti. Alors, donc le premier exemple, c'est un exemple sur donc des particules de matière plastique. Donc la contamination avait été retrouvée sur un joint de piston à l'extérieur d'une seringue. Donc, elle est constituée de plusieurs fragments de couleur rouge-orangé, avec localement quelques taches noires. Donc, ces fragments, donc, on a déterminé une consistance donc dure et cassante. Les fragments mesurent environ entre 500 microns et 1,5 mm dans les plus grandes dimensions. Et on avait constaté que ces fragments présentent aussi une épaisseur homogène avec donc 2 faces parallèles et une épaisseur de l'ordre de 90 microns. Donc c'est un cas où le client nous avait envoyé également des petites particules qu'il avait prélevées sur une matière qui pensait être à l'origine de ce corps étranger. Donc on avait déterminé effectivement une même consistance, durée cassante. Néanmoins, la nuance de couleur de rouge était légèrement différente et on n'avait pas constaté les colorations noires en surface de cette référence. Donc, après analyse par spectroscopie infrarouge, on avait déterminé que c'était un mélange, la contamination était constituée d'un mélange de plusieurs composés organiques, donc notamment un polyester, une résine époxy, le tout couronné d'une charge minérale, donc de type carbonate, en particulier un carbonate de calcium. Donc, on a analysé la matière de référence rouge dans les mêmes conditions que les contaminations. Et en fait, l'échantillon inconnu et la référence sont de compositions chimiques différentes. Donc, on a pu conclure que la référence n'était pas à l'origine de l'échantillon inconnu. Cependant, on n'a pas pu donner plus de pistes par rapport à l'origine et le client, je pense, est resté un peu sur sa faim puisque lui-même, au sein de la chaîne de prod, n'a pas retrouvé de matière qui soit similaire à la matière inconnue. Donc le deuxième exemple, donc nous sommes en présence d'une seringue qui présente une particule de couleur bleue. Donc cette particule est coincée entre, donc je vais vous montrer. Donc ici vous avez l'aiguille donc qui est introduit dans le canal de la seringue. Donc la seringue est ici. Donc vous imaginez, le canal fait environ, on va dire 500 microns de mémoire de diamètre. L'aiguille fait 200 à 250 micromètres de diamètre. Et donc il y a une particule noire qui s'est logée dans le canal de la seringue. Donc le challenge, c'était de récupérer cette petite particule afin de l'identifier. Donc pour cela, on a fait une découpe transversale du canal de la seringue à ce niveau-là, afin de récupérer donc la particule logée dans le canal. Donc la seringue était en verre, donc on a fait une découpe à sec avec un outil adapté, une molette diamant, afin de ne pas générer trop de poussière, de particules de verre, et donc de ne pas contaminer la particule inconnue. Donc une fois la section réalisée, on a réussi donc à prélever la particule en question.
Donc la photo ici est réalisée au microscope optique. Donc ça c'est à la loupe binoculaire. Ici nous sommes au microscope optique. Donc c'est une particule qui mesure environ 1 mm par 300 microns. Donc l'analyse a été réalisée par spectroscopie infrarouge. Donc les différents composés qui ont été identifiés, donc un composé du type PBC avec un composé de type phtalate. Donc la présence donc de l'additif de type phtalate nous a fait penser qu'il s'agissait plutôt d'un PVC de type PVC souple, puisqu'effectivement les phtalates sont utilisés comme plastifiants pour assouplir la matière. Donc l'hypothèse dans ce cas-là, c'était qu'il s'agisse éventuellement d'un fragment de gants jetables, donc utilisé comme EPI. Donc le troisième exemple, donc toujours dans une seringue, donc le même cas de figure que précédemment, une particule coincée dans le canal de la seringue, toujours au même endroit. Entre l'aiguille et la seringue. Donc, vous voyez une particule qui laisse une coloration orangée autour d'elle. Donc, en fait, le producteur s'est rendu compte que le liquide qui était contenu dans la seringue avait jauni. Et donc, c'est nous, après observation, s'est rendu compte qu'il y avait cette petite particule coincée dans le canal. Donc, pareil, section transversale, donc à ce niveau-là, donc dans le verre de la seringue, afin de récupérer la particule. Donc, la particule a une dimension de l'ordre de 350 micromètres x 200 micromètres et présente une coloration gris, rouge brique. Donc, ce qui nous a en fait orienté vers plutôt une analyse MEB, puisque la coloration, donc d'une part grise plus couleur rouge orangée, ça nous a fait fortement penser à une particule métallique. Donc, la particule a été prélevée et montée sur un scotch double face carbone pour analyse par MEB. Donc une face granuleuse en surface. Et les éléments majoritairement détectés sont l'oxygène et le fer, donc le fer majeur, mais avec également détection de donc, quelques éléments donc, mineurs, sodium, aluminium, un peu de carbone, mais qui peut être aussi lié au support du scotch carbone. Le silicium, souvent détecté dans le milieu pharma parce que les seringues subissent un traitement au silicone pour rendre les seringues glissantes. Donc, c'est du silicium qui peut provenir, ainsi que le carbone d'ailleurs, qui peuvent provenir du silicone du traitement. Mais également, on avait détecté du chrome et du nickel. Donc, l'hypothèse, c'est que nous sommes en présence d'une particule d'acier inoxydable, mais fortement oxydée, d'où cette croûte, cet aspect croûteux en surface, et également la coloration jaune de la solution. Alors, à savoir que les éléments ne sont pas suffisamment clair pour pour trancher sur l'origine de l'acier inoxydable. On voit qu'il y a de l'oxygène, du fer, du chrome, du nickel. Donc l'oxygène confirme la forte oxydation, fer, chrome, nickel. Voilà, on sait qu'on est sur de l'acier inox, mais on ne peut pas dire, on peut pas aller plus loin par exemple dans la nuance de l'acier. Autre cas, donc des particules qui ont été observées en suspension dans une solution. Donc, on a préféré procéder par filtration. Donc, on a filtré la solution sous haute afflux laminaire sur une membrane et on a donc constaté des particules avec un aspect cristallin, donc translucide, de consistance dure et donc de formes diverses. Donc, ce sont des agglomérats de plusieurs particules.
Alors là, c'est vrai qu'on était un petit peu dans l'inconnu, donc on a privilégié au préalable une analyse par spectroscopie infrarouge. Donc on a déterminé un composé de type carbonate. Donc cependant, la technique par spectro-infrarouge ne permet pas toujours d'être formelle sur un carbonate de type carbonate de calcium ou carbonate de sodium. Donc, afin de confirmer l'un ou l'autre, on a préféré donc compléter par une analyse par MEB. Donc, on a prélevé quelques particules qui ont été fixées sur scotch double face carbone pour analyse par MEB. Donc ici, c'est une photo qui a été réalisée par MEB. Donc, on est bien en forme, en présence, pardon, de particules agglomérées, donc qui présentent des formes géométriques à l'aspect de cristaux. Alors, l'analyse montre que les éléments principaux sont le carbone, qui est majeur, mais également du carbone et de l'oxygène. Donc, on confirmerait donc la présence d'un composé de type, donc plutôt carbonate de calcium. Donc, la forme également des cristaux confirme qu'on est sur du carbonate de calcium. Alors, c'était assez étrange puisque ce sont des particules qui ont été retrouvées dans une solution de bicarbonate de sodium, pour la petite histoire. Autre cas qu'on retrouve assez fréquemment, donc ce sont des fibres biologiques, donc de type poil. Donc ici, une fibre qui est coincée entre le joint de piston et le verre de la seringue. Donc la fibre a été prélevée, observée au microscope optique. On suspecte des écailles, mais c'est vrai que le microscope électronique à balayage permet de mieux déceler ce détail. Donc la fibre a été passée au MEB et effectivement, nous avons observé la présence d'écailles. La composition chimique donc d'un poil, c'est essentiellement donc carbone majeur, mais également la présence d'oxygène de soufre, auquel il faut rajouter l'azote aussi, qui est présent, mais de manière mineure. Et donc, toutes ces caractéristiques, donc les écailles et la composition chimique, sont celles d'une fibre biologique de type poil. Autre cas, donc des particules organiques flottantes dans une seringue, dans une solution dans une seringue. Donc c'est une particule allongée de couleur blanche translucide. Donc cette photo a été prise in situ, donc à la loupe binoculaire. Une fois la particule prélevée, donc ça c'est une photo réalisée au microscope optique. C'est une particule qui fait environ 500 micromètres de long et c'est plus une particule d'aspect fibreux, plus un agglomérat de fibres, on va dire, et qui est constitué d'un composé cellulosique. Donc, à savoir que les applications principales de ces composés, ce sont les textiles tels que des lingettes, et ce sont souvent les lingettes qui sont à l'origine des contaminations qu'on retrouve notamment dans le milieu pharmaceutique. Autre cas, donc pareil, une fibre constituée d'un composé cellulosique. Là, juste pour vous illustrer que la cellulose, c'est pas que des fibres blanches translucides. On peut aussi avoir donc des fibres ici, en l'occurrence, c'était une fibre de couleur noire. Elle mesure environ 400 micromètres de long pour une largeur de 25 micromètres. Donc également retrouvée dans une seringue. Alors, dans ce cas précis, quand ce sont des fibres de couleur, on pourrait plus pencher peut-être pour une contamination, on va dire, textile, peut-être amenée par une personne, type vêtements, plutôt que textile de nettoyage, comme les lingettes précédemment.
Ce cas précis, c'était une fibre. Donc là, on est plus en présence d'une fibre donc de forme, on va dire, de section ronde. Donc cette fibre a été retrouvée dans du gel, hein, donc d'acide hyaluronique dans une seringue. Donc ici, la photo in situ de la fibre. La fibre est prélevée et donc la photo au microscope optique. La spectroscopie infrarouge a mis en évidence un composé de type polyester, donc plus précisément un polyéthylène terephthalate, un PET, qui est également utilisé dans des applications telles que les textiles. Nous passons au défaut de matière d'emballage. Alors dans ce cas précis, on était en présence de particules noires qui étaient ou bien en solution, ou bien incrustées dans la paroi ou collées contre la paroi, donc de dosettes en PE, en polyéthylène, pour des collyres, donc des dosettes de collyres. Donc, vous voyez ici différentes prises de vue. Donc ici, la particule est collée contre la paroi. Ici, elle est prélevée. Là, la particule est plutôt incrustée. Donc la même particule prélevée. Donc, vu qu'on était sur de la matière plastique, on a privilégié la spectroscopie infrarouge. Alors, dans ce cas précis, donc on avait les bandes caractéristiques d'un polyéthylène qui sont ici, mais on avait effectivement aussi tout un massif de bandes d'absorption par ici. Donc, vu que les particules avaient une coloration marron, voire noire, on s'est posé la question si ça n'était pas tout simplement de la matière dégradée. Donc, on a procédé à une dégradation de la matière plastique PE au four à 250 degrés. Et on a effectivement retrouvé le même massif de bandes d'absorption ici, avec effectivement certaines bandes d'absorption en fait qui sont caractéristiques d'une dégradation, avec l'apparition de bandes de liaison, donc notamment des OH ici, et des bandes d'oxydation, donc des C-double liaison O à ce niveau-là. Donc la conclusion qu'on en a tirée, c'est que ce sont des particules qui sont apparues certainement lors de la mise en œuvre de ces dosettes en polyéthylène. Donc certainement dû peut-être à un mauvais nettoyage des moules de fabrication de ces dosettes. Voilà, pour ce cas-là. Je me permets juste de signaler qu'il reste une bonne dizaine de minutes, normalement, avant la session questions-réponses. Ok, mais je vais accélérer. Donc, une source majeure de contamination sont également les fragments de verre. Donc ici, un fragment de verre donc dans une seringue, le fragment qui a été prélevé. Donc les dimensions 3,8 mm par 2 mm environ. Le fragment a été analysé par microscopie électronique à balayage, donc ce qui est la méthode adaptée. Et donc en fait, les éléments qu'on en a déduits, les éléments identifiés, on en a déduit qu'il s'agissait très probablement d'un fragment de verre de type 1, qui sont les verres utilisés notamment pour fabriquer les seringues. Donc, je passe un peu plus rapidement. Donc, tout ce qui est copeaux métalliques. Donc là, on était en présence de copeaux métalliques coincés contre un joint de piston dans une seringue. Donc, avec cette particularité donc d'avoir une face plutôt lisse et une face un peu atypique avec un empilement d'écailles de matière. Ils sont essentiellement les copeaux. Donc, on en avait deux. Donc, vous voyez les dimensions par vous-même. Donc, les copeaux étaient essentiellement constitués de chrome. Et on en a déduit qu'il s'agissait de particules de chrome métal, donc du corps simple chrome métal. Alors oui, on a aussi parfois des copeaux de bois, donc identifiés grâce à la structure, donc
donc en fibres agglomérées. Et donc, on a aussi dans notre base de données, on a des spectres de bois. Donc là, en l'occurrence, on l'a superposé avec un bois de palette. On ne sait pas déterminer précisément quelle essence de quelle essence de bois il s'agit, mais on peut vous dire, on peut orienter quand même, voilà, sur la cellulose bois. Donc un corps étranger donc de type caillou qui avait été retrouvé dans un produit laitier. Donc il a été identifié par MEB plus EDS. Donc silicium majoritairement détecté avec les éléments oxygène, sodium, aluminium, potassium qui sont caractéristiques donc caractéristiques des particules d'origine minérale, donc de type roche. Donc ça peut être du sable, du gravier, etc. Donc rapidement quelques cas atypiques puisque c'est toujours intéressant de montrer un petit peu les cas qui sortent de l'ordinaire et qu'on a eu la joie de traiter. Donc notamment une particule retrouvée dans un produit alimentaire donc qui avait donc certaines caractéristiques, donc une consistance élastique et notamment une odeur fruitée. Donc, à l'analyse par spectro-infrarouge, on a déterminé un mélange d'au moins 3 composés, une cire, un composé de type latex et un composé inorganique donc de type SiO. Et on s'est posé la question s'il ne pouvait pas s'agir tout simplement d'un morceau de chewing-gum. Donc c'est ce qu'on a fait. On a comparé le spectre infrarouge avec un chewing-gum qu'un collègue a bien voulu nous donner. Et effectivement, les spectres sont parfaitement similaires et donc on en a déduit que c'était effectivement un morceau de chewing-gum. Une particule très atypique, donc fortement dégradée, présentant donc 2 bords, donc un aspect de coque creuse, qui à la spectroscopie infrarouge, pareil, nous a permis de voir qu'on était en présence d'un mélange de plusieurs composés, donc notamment un composé protéinique, un polyamide naturel, du glycérol et un composé inorganique de type talc. Après recherche, donc ce mélange de composés peut correspondre à des capsules, donc de type capsule molle, donc qui effectivement sont constituées de gélatine, donc un composé protéinique et de glycérol. Et la conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'effectivement, on était probablement en présence d'une capsule molle qui est tombée ou qui a été volontairement introduite dans une boisson énergisante. Donc ici, le cas d'un fragment de type, on va dire, os. Ici, il s'agit en particulier d'une arête de poisson, plus particulièrement puisque la forme, la section arrondie du fragment nous a plus aiguillé vers le fragment d'arête de poisson. Le MEB a montré les principaux éléments donc caractéristiques d'un fragment de squelette animal. Ici, nous sommes en présence d'un cas qu'on va appeler, donc je vais rapidement, ce sont des particules qui étaient dans des solutions, dans des flacons. Le bouchon du flacon présentait donc un aspect fortement dégradé, gonflé, craquelé. La solution, donc vous voyez déjà ici toutes les particules qu'on a récupérées sur le bouchon. On a procédé à une filtration sur membrane, donc énormément de particules récupérées sur la membrane. On a procédé à une analyse préliminaire par spectro-infrarouge où on a identifié un composé de type stéarate de calcium, mais pas que. On a identifié une bande d'absorption supplémentaire donc, qui est caractéristique des groupements SiO. Et du coup, on a fait une analyse complémentaire par MEB qui a montré qu'on était en présence également de paillettes de verre. Et donc, la présence du stéarate déterminé ici peut être plus attribuée à la dégradation du bouchon,
puisque le stéarate de calcium est un agent démoulant notamment utilisé pour les pièces en matière en caoutchouc. Et les fines écailles, donc les particules flottantes en solution, sont des paillettes de verre qui sont certainement dues à une délamination donc de la paroi interne du verre, d'autant plus que le pH de la solution était fortement basique, donc de l'ordre de 10. Autre cas atypique, donc un fragment de composite donc dentaire, donc qui est donc comme vous le voyez avec une vis qui peut correspondre à un moignon. Donc on a fait du MEB là-dessus et effectivement les éléments constitutifs de la matière la matière dure du fragment sont ceux qui pourraient correspondre à un composite dentaire. Et la vis métallique en inox 316 ou 316L pourrait correspondre à un moignon. Un fragment d'insecte donc qui a été prélevé par un client retrouvé dans un produit alimentaire. Donc vous voyez ici les indices, une petite patte avec la griffe, une aile. Donc les photos MEB avec les poils, etc. La composition chimique, donc on est en présence d'un composé protéinique, donc carbone, azote, oxygène détecté au MEB. Et donc la morphologie, la composition chimique, l'aspect, donc nous font penser effectivement à des fragments d'insectes. Voilà. Donc je passe la parole rapidement à Jocelyn Maingui pour vous présenter donc le pôle PID de Saint-Étienne, vous présenter rapidement ce que eux peuvent vous proposer pour aller plus loin dans l'identification des contaminants. Merci Martine. Donc effectivement, un pôle du CETIM, propreté industrielle durable, donc effectivement qui s'intéresse à la propreté des environnements et des matériaux. Alors, comme vous le voyez sur le slide, une activité qui concerne différents secteurs industriels avec 3 typologies de contaminants. Tout ce qui est contaminants microbiologiques, les moisissures, les bactéries, les levures. Donc là, c'est plutôt, ça va concerner essentiellement l'industrie agroalimentaire ou la santé. Des contaminants chimiques, où là on s'intéresse à la nature chimique du contaminant. Donc là également, des domaines tels que la santé sont concernés par ce type de propriété. Et puis les propriétés particulières, où là on va s'intéresser non pas à la nature, mais à la forme, à la taille des particules qui peuvent avoir une importance dans des domaines notamment comme l'horlogerie, où on peut se trouver des pièces qui font quelques centaines de micromètres, c'est-à-dire à peu près la taille des particules que l'on peut retrouver, et donc générer un certain nombre de problèmes. Donc là, on va parler, quand on parle de propreté, on va parler surtout de niveau de propreté par rapport à la quantité ou à la nature des contaminants qu'on va retrouver sur ou dans les matériaux ou éventuellement dans les environnements. Sur le slide d'après, donc les savoir-faire développés par le pôle, côté propreté chimique, il y a notamment la mesure du taux d'hydrocarbures qui se fait à l'aide dans de techniques d'analyse dont on vous a déjà parlé, la spectroscopie infrarouge, mais d'autres techniques complémentaires, la chromatographie en phase gazeuse ou bien la mesure par gravimétrie. Sur le slide d'après, là, ça concerne plutôt tout ce qui est pollution microbiologique. On va s'intéresser à la nature des contaminants, donc des bactéries, levures, moisissures. On va les identifier, mais également les dénombrer. Sur le slide d'après, là, on va s'intéresser, il y a peut-être une vidéo qui peut peut-être se lancer. On va s'intéresser donc là à la propreté particulière. Donc par exemple dans des solvants, des huiles,
qui sont utilisés là dans les process. On va filtrer ou pas, en fonction la taille des particules. Donc là, vous pouvez voir sur la vidéo, un travail qui se fait en salle blanche, avec des moyens dédiés pour analyser, identifier, dénombrer ces particules. Donc oui, là, on va sur la propriété particulière, on va s'intéresser à la fois au nombre de particules, la quantité, leur taille et leur nature chimique. Donc vous voyez les moyens dédiés. Bien sûr, quelle que soit la typologie de contaminants, on va pouvoir s'appuyer sur des normes, des standards internationaux exigés par nos clients. Et c'est évidemment une activité qui est accréditée par le COFRAC. Sur le slide d'après, vous pouvez voir là quelques exemples d'exigences des clients, donc que soit sur des quantités de contaminants présents, des quantités à ne pas dépasser, donc soit en milligrammes ou en milligrammes par unité de surface. Sur le slide d'après, là, on est plutôt sur tout ce qui est particulière, donc masse des particules, la taille, la morphologie des particules. Voilà quelques mots pour présenter le pôle PID. C'est un exemple de ce qui peut se faire sur la thématique au sein du CETIM. Bien évidemment, toujours sur cette thématique, on aurait pu également vous présenter d'autres savoir-faire qui concernent, alors toujours pour respecter ou pour répondre à ce besoin sur le triptyque matériaux, produits, process. Vous avez vu des flacons, des seringues qui peuvent présenter des défauts en surface, générant parfois des particules. Donc on s'intéresse également à ces problématiques de défaut de surface, mais également on va s'intéresser aussi sur le process, par exemple des problématiques de roughing qu'on peut rencontrer. Là aussi, on possède l'expertise pour accompagner les industriels sur ces problématiques. On a parlé bien sûr de problématiques, mais également, vous avez pu voir au début de la présentation, les moyens de détection. Donc le CETIM Grand Est possède également un savoir-faire pour accompagner les industriels pour la mise en place de solutions pour du contrôle en ligne ou accompagner l'industrialisation de vos process pour justement maîtriser votre production. Voilà. Martine, je te laisse la main. Merci Jocelyn. Donc, ce qu'il faut retenir. Donc effectivement, l'intensification des réglementations sur les produits, la conformité, la traçabilité revêtent une importance croissante à chaque étape du cycle de vie. Et donc c'est effectivement pour cela que l'analyse des corps étrangers est un atout majeur pour les industriels, pour effectivement déterminer la source du problème et donc mener toutes les actions correctives ou préventives adéquates. Donc, dans ce cadre-là, nous, au CETIM Grand Est, nous pouvons créer nous avons déjà une base de données d'échantillons. Donc, sur la vidéo, il me semble qu'on avait plus de 10 000 références donc de bases de données d'échantillons. Ça permet effectivement donc un meilleur suivi des problématiques dans le temps et donc de comparer dans la mesure du possible avec d'anciens cas similaires et effectivement donc de faire un suivi donc de nos clients, de leur défautech, on va dire. Et alors, pourquoi nous faire confiance? Donc, eh bien, le CETIM Grand Est donc, à cette activité des corps étrangers depuis plus de 15 ans. Donc, on a été les premiers laboratoires accrédités COFRAC pour cette activité. Donc, d'où la qualité de nos prestations est reconnue, connue et reconnue. On a une équipe qui est qualifiée, expérimentée.
Donc, on a aussi à cœur d'être réactif, puisque on sait que le nerf de la guerre souvent est économique et que des lots qui sont bloqués ou des lots qui sont, qui reviennent chez le producteur, c'est toujours un enjeu économique énorme. Donc, on a à cœur d'être réactif et on essaye dans la mesure du possible de nous adapter aux urgences des industriels. Et effectivement, on a à cœur aussi d'innover tous les jours, donc de développer et d'améliorer nos méthodes. Donc pour aller plus loin, donc je vous invite donc à consulter effectivement les différentes web découvertes que vous pouvez découvrir sur la chaîne YouTube du CETIM, où vous pouvez aussi retrouver toutes les formations du CETIM sur CETIM Academy. Et voilà, j'en passe bien d'autres. Donc, on est présent également sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Et voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de tout ça. Et écoutez, nous restons, Monsieur Mainguy et moi-même, à votre écoute, à votre attention pour toute question. Voilà, on vous écoute. Alors, merci pour cette présentation. Donc, on va passer aux questions. Je rappelle que vous pouvez les poser dans le chat. Vous pouvez laisser la dernière diapositive où il y a, par exemple, les contacts, voilà, ou celle-là. Donc, il y a une première question qui a été posée. Selon votre expérience, quels sont les agents causant les sensibilités allergènes les plus rencontrés dans vos investigations? Vous pouvez juste répéter parce que j'ai remonté un peu le son. Selon votre expérience, quels sont les agents causant les sensibilités allergènes les plus rencontrées? Les sensibilités allergènes. Alors, c'est pas vraiment notre domaine d'expertise, tout ce qui est sensibilité allergène. Là, il faudra en fait que la personne qui a posé la question se dirige plus vers. Alors, Jocelyn, tu veux peut-être me venir en aide? Oui, alors oui, donc c'est effectivement pas notre domaine C'est pas notre domaine. d'expertise. Mais alors, vers qui aiguiller? Ouais, il faudrait faudra reprendre contact avec nous. On pourrait voir après avec On peut faire des recherches. ouais, recherche, enfin, avec notre réseau de partenaires, voir qui pourrait renseigner la personne. Parce que sur cette nous, question. en fait, on identifie un matériau. Après, c'est plus à l'industriel de dire oui, ce matériau-là peut être allergène. Nous, on donne pas, comment dire, on n'est pas un organisme qui va dire oui, voilà, il y a un degré de toxicité ou je sais pas si on dit allerginité, enfin, j'invente peut-être, mais c'est pas notre métier. Nous, on va juste identifier le matériau qui est à l'origine de la contamination. Et le fait de donner la nature de la contamination permet de voir s'il existe la liste des composés allergènes, hein, permet avec cette nature que nous on détermine, d'aller sur ces listes existantes et voir si effectivement c'est un composé qui rentre sur ces listes-là, quoi. Quand on voit votre écran, hein, je vous le rappelle juste, on voit du coup le document que vous avez noté. La personne avait posé 2 autres questions. La corrosion des alliages inox sont-elles considérées comme des agents chimiques ou physiques? Et une autre, en ce qui concerne les biofilms, quels sont les principaux retrouvés dans vos enquêtes? La deuxième question, vous pouvez juste me la rappeler? En ce qui concerne les biofilms, quels sont les principaux retrouvés dans vos enquêtes? Les biofilms. Les biofilms, nous on
Là, c'est un aspect plus en lien avec la microbiologie. Là, on travaille avec un autre centre technique, hein, qui est aussi dans la région de Strasbourg. Et ce type d'analyse-là, en tout cas, quand on est confronté au biofilm, on les oriente plutôt vers ce centre-là. Ce n'est pas le cœur de notre activité, en tout cas. Par rapport à la première question sur la corrosion, vous pouvez juste la répéter? La corrosion des alliages inox sont-elles considérées comme des agents chimiques ou physiques? La Ça peut être corrosion, les là, deux. c'est... Ouais, oui, ça peut être les deux, oui. Ça peut être Ça les peut, deux. ça peut être les deux, ouais. Ouais, ça peut Ça être les peut être deux. les deux. Sauf que moi, je parle beaucoup milieu pharma. Hein. Dans le milieu pharma, physique peut-être moins parce que, alors si j'ai bien compris la question, je suis pas sûre. Un agent physique, pour moi, c'est quelque chose une éraflure, quelque chose de mécanique qui vient en fait altérer l'équipement en inox. Donc, normalement, dans le milieu pharma, tout ça, ce sont des choses auxquelles les utilisateurs, hein, les collaborateurs sont rendus attentifs. C'est qu'il ne faut pas rentrer dans une cuve en inox, par exemple, avec des objets contondants. Après, agents chimiques, oui, puisque certains des produits qui sont dans les cuves sont de nature agressive pour l'inox. Donc, à force de répéter, d'être en contact avec ces agents chimiques, oui, oui, ça peut devenir des agents chimiques corrosifs. Je ne comprends pas trop la question, mais je ne sais pas si j'ai bien répondu à La quelque chose. personne pourra peut-être confirmer ou mettre en précision en commentaire. Il y a une autre personne qui demandait, y a-t-il une différence ou une complémentarité entre les technologies Raman et FTIR? Alors là, oui, c'est une technique complémentaire. Pour moi, c'est plus complémentaire hein, puisque le Raman, en fait, ça permettra d'être plus précis sur notamment les charges inorganiques dans un polymère. Donc, l'IRTF, on va déterminer le composé, donc la matière plastique. Et le Raman, si la matière plastique est chargée d'une matière inorganique, le Raman permettra de déterminer précisément le composé inorganique. Donc pour moi, les deux techniques sont complémentaires. En fait, l'IRTF nous permet de déterminer certains composés inorgas, mais n'est pas assez précise et a des limites, enfin les limites, voilà. Et c'est là où le Raman peut en fait donner plus de précision. Donc les deux sont complémentaires. Les deux techniques permettent de couvrir un étendue spectrale plus large. Donc, C'est ça. de ce fait, on peut avoir sur certains composés une réponse plus large quand on complète par du Raman. D'accord, merci. Il y a une autre question qui a été posée. Est-ce que vos laboratoires sont accrédités ISO 17025? Oui. Oui, C'était rapide. pour l'activité dont on parle, l'analyse de corps étrangers, effectivement, c'est le cas. Oui, c'est le cas. D'accord, merci. Alors, je rappelle hein, que vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez dans le chat, donc dans la plateforme GoToWebinar. Alors, une autre question. Dans quel cas est-il pertinent de combiner IRTF et MEB? Eh bien, notamment dans les cas où on est en présence d'une matrice organique, incluant des charges minérales inorganiques. Donc, effectivement, ce que je disais, c'est que l'infrarouge a ses limites au niveau des composés inorganiques. Et du coup, le MEB, en fait, va amener ses précisions au niveau de la composition élémentaire.
Donc, par exemple, un caoutchouc qui est chargé, par exemple, en infrarouge, on va dire, voilà, on voit des bandes d'absorption SiO. Eh bien, le MEB plus EDS va aller plus loin et on va voir, par exemple, qu'on est plus en présence d'un composé de type talc, puisqu'on aura déterminé les éléments MgSiO. Ou auquel cas, on est plus en présence d'un composé de type talc, puisque MgSiO est chargé, inorganique dans un caoutchouc, généralement des composés de type talc. Donc, c'est dans ces cas-là précis que c'est pertinent de combiner les deux. Ou quand c'est vraiment très très petit aussi, ou que vraiment on a des doutes, on peut faire du MEB en complément de l'IRTF. C'est pas systématique, mais ce sont vraiment deux outils totalement complémentaires. D'accord, merci. Une autre question, ces analyses sont-elles destructives et si oui, existe-t-il des techniques d'analyse non destructives? Alors, c'est vrai que c'est un point que j'ai pas précisé, mais les analyses sont, dans la mesure du possible, semi-destructives. C'est-à-dire, si on a suffisamment de matière, on va prélever qu'une infime partie. Même si on fait plusieurs analyses, si on arrive à en prélever qu'une partie, on n'en prélèvera qu'une partie. Le prélèvement est fait, comment dire, de manière représentative de l'échantillon, bien entendu. Après, si on est en présence d'une particule qui fait 50 micromètres, j'avoue que la couper en deux pour en préserver une partie, c'est pas vraiment possible. Donc là, oui, c'est destructif. Alors une analyse non destructive, j'en connais pas vraiment. Alors dans certains cas, il y a les techniques qu'on a évoquées, notamment le ramen peut se faire de manière aussi non destructive. D'accord. Donc ça peut être une réponse quand on a un besoin d'analyse non destructif. Après, ça peut être en fonction donc, du secteur d'activité. On peut retrouver un type de contamination et si c'est effectivement un phénomène récurrent, on peut toujours envisager des techniques qui soient adaptées à l'analyse de ce type de contaminant et voir s'il est possible de faire évoluer certaines techniques existantes vers des techniques non destructives. Certains corps étrangers se prêtent plus à une analyse non destructive, c'est-à-dire un fragment de verre ou un fragment de métal. On va le déposer sur un scotch double face carbone pour analyse au MEB et on peut très bien le récupérer par la suite. C'est une analyse qui n'est pas destructive. Elle est destructive du moment où on en prélève une partie ou si on est obligé de faire une préparation spécifique. Là, on part sur du destructif. Mais certains corps étrangers se prêteront plus ou moins, en fonction de la taille aussi. D'accord, merci. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Pour les contaminations ioniques, est-ce que la technique LCMS-MS est recommandée? Oui, les techniques, alors il y a ces techniques là, toutes les techniques de chromatographie là, peuvent être utilisées. Hein. Il y a également éventuellement de l'HPLC, voilà. Donc oui, les techniques chromatographiques peuvent Mais être recommandées. toujours dans la mesure où on a suffisamment de matière aussi. Toujours, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça, il faut le préciser parce que on a des moyens, mais après il y a des limites. Il y a des limites dans tout. Et effectivement, si on a suffisamment de matière, on peut tout faire, mais il faut suffisamment de matière. En termes de réponse, parce qu'effectivement, les équipements, hein, ça, c'est les instruments de mesure, ont des limites de détection, des limites de quantification. Donc, on peut réaliser l'analyse, mais au niveau de la réponse, on peut toujours se trouver sous des seuils de détection. Voilà, donc tout dépend du niveau de sensibilité de l'équipement. Après, dans certains secteurs, il y a aussi, comme on a pu le dire tout à l'heure, des
seuils, des exigences à respecter. En fonction de ces seuils, de ces exigences, on peut aussi s'orienter vers des techniques qui vont répondre en tout cas à ces niveaux de sensibilité. Donc même si on n'arrive pas à quantifier une valeur exacte, on peut savoir, on peut situer le niveau par rapport au seuil. D'accord, merci. Une autre question, quelles sont les causes ou les origines les plus fréquentes que vous rencontrez? Alors, je dirais que ce sont plus les corps étrangers dits endogènes. Donc, c'est souvent des corps étrangers qui sont liés au process de fabrication. Notamment, je dirais peut-être plus le contenant, tout ce qui est emballage peut-être. Donc, les contenants, donc des bris de seringues ou lors du remplissage de certains pots, certains flacons, peut-être des particules métalliques liées à des frottements de canules de remplissage. C'est plus les corps étrangers, donc dits endogènes, liés plus à donc ils sont apportés pendant la chaîne de process. D'accord. Et du coup, quelles sont les pistes d'amélioration? Les pistes d'amélioration. C'est tout ce qui va être la maîtrise, en fait, des différentes, sur ma chaîne de valeur, pouvoir maîtriser un peu les différentes étapes. Donc, tout ce qui va être maîtrise et sécurisation des approvisionnements, maîtrise du process, Du process. et puis tout ce qui va être les contrôles également mis en place pour permettre de prévenir, d'identifier, repérer tout ce qui pourrait être des sources de contamination. Donc oui, c'est vraiment un lien avec la maîtrise des productions. Ouais. J'ai un souci, je ne sais pas si vous Bonjour. m'entendez. Alors, On vous entend, oui. Je vous entendais plus, donc je pense que j'ai un petit souci de connexion. Léna, c'est bon, Donc, on t'entend, et c'est juste qu'on te voit pas. oui, Excusez-moi, alors je suis là pour le backup, donc je me suis manifestée, je me suis permise. Bonjour backup. alors, je vais Bonjour juste Léna. poser la question suivante et désolée si vous ne me voyez pas et moi je ne vous vois plus non plus, mais je vous entends. Il n'y a pas de souci. Du coup, quel est le temps nécessaire pour une expertise et l'identification d'un CE? Alors, le temps nécessaire, alors on peut répondre en délai urgent. On peut répondre en 24 heures quand vraiment il y a un arrêt de prod critique pour un client. On peut répondre en 24 heures, mais il faut aussi savoir que parfois la méthode demande un peu plus de temps, donc on peut répondre en 24 heures, 48 heures et 72 heures. En soi, il y a toute la partie observation morphologique. On va dire grosso modo, un corps étranger classique, il faut compter 4 heures d'investigation à peu près. Je ne sais pas Donc, si j'ai répondu à la question, mais Donc, du coup, comme disait Martine, 24 heures, 48 heures, 72 heures, c'est-à-dire qu'entre le moment où on réceptionne la pièce ou c'est ça. l'échantillon dans nos locaux, qu'on procède aux différentes étapes qui vous ont été présentées et qu'on envoie le livrable, donc c'est le rapport qui est euh, d'ailleurs accrédité par le COFRAC au client, et sachant que dans les délais urgents, quand on est effectivement face à des arrêts de prod, au bout de quelques heures, effectivement, selon la nature de la particule, selon la complexité, au bout de quelques heures, on a déjà des On a informations déjà des qui peuvent informations être à transmettre qu'on peut transmettre et qui peuvent être importantes ou déjà un peu qui peuvent débloquer la situation. bloquer des situations. Vous avez vu des exemples là dans les cas traités, par exemple de fibres biologiques type poil.
Donc c'est vrai que on peut en quelques heures déjà orienter sur la nature, hein, est-ce qu'on est plutôt sur des fibres synthétiques ou des fibres biologiques, pour éventuellement écarter déjà des causes chez le client. Voilà. D'accord, merci. Alors, il y a une dernière question qui a été posée pour l'instant sur le chat. Hein. Si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à continuer à les poser. Quels sont les contrôles typiques dans l'industrie agroalimentaire pour détecter des corps étrangers? Alors, il faudrait demander aux industriels eux-mêmes, mais donc ce que mes clients, donc nos clients agro, avec les échanges qu'on a eus, m'ont dit, c'est que donc c'est essentiellement du contrôle donc par des portiques avec des aimants, donc pour tout ce qui est particules métalliques. C'est d'ailleurs essentiellement ça. Après, je crois qu'ils ont des détecteurs pour toute la partie vert également. Mais je crois que c'est les deux principaux contrôles typiques dans l'industrie agroalimentaire, c'est la détection des métaux et du verre. D'accord, merci. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres questions. Si jamais il n'y en a pas qui arrivent dans les 2-3 prochaines minutes, on conclura, hein, sauf si vous voulez revenir sur un point que vous avez dû passer rapidement. Juste pour compléter peut-être la réponse sur la détection, donc effectivement, il y a les moyens que Martine vient d'évoquer. Après, tout dépend aussi des moyens dont dispose l'industriel, parce que forcément, ça peut nécessiter des investissements, peut-être des transformations sur sa ligne, hein, si on veut aller vers des systèmes semi-automatiques ou automatiques, ou bien l'investissement en personnel et du contrôle, je dirais du contrôle manuel, visuel, qui se fait aussi beaucoup. Voilà, pour, euh, pour compléter la réponse. Et on a parlé de l'agroalimentaire, sur le domaine pharmaceutique, hein, on va retrouver également, enfin c'est un peu le même type de réponse, sachant que dans le domaine pharmaceutique, il y a des exigences euh, plus élevées et des contrôles plus drastiques et systématiques. Donc aujourd'hui, on va trouver encore beaucoup de contrôles visuels au niveau du mirage, hein, pour détecter, parce qu'on va souvent retrouver des particules qui font quelques dizaines, centaines de micromètres, des particules qui peuvent être organiques, donc les moyens existants ne permettent pas forcément de détecter de manière automatique ou semi-automatique, et donc le contrôle visuel manuel est important. D'accord, merci. Alors, il n'y a pas eu d'autres questions, d'autres remarques, donc on va conclure. Merci à tous pour vos questions. Est-ce que vous pouvez mettre la diapo juste après, comme ça on pourra renvoyer sur l'adresse mail qui est notée. Donc si vous avez une question particulière ou que vous voulez être mis en relation avec des équipes au CETIM, vous pouvez envoyer vos questions, vos demandes à l'adresse mail donc sqr@cetim.fr qui est notée en bas de la diapositive affichée à l'écran. Et ce sera retransmis ensuite à la personne la plus pertinente au CETIM qui pourra répondre. Donc voilà. Et le replay de cette présentation sera mis en ligne très bientôt sur la chaîne YouTube de Technique de l'ingénieur, donc vous pourrez le revoir si vous le souhaitez. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour y répondre. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.